Desjardins, Kwayatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 20. Voyage au Centre des futurismes autochtones avec Charlotte Côté-Hamel. Étudiante à la maîtrise en littérature et arts de la scène et de l'écran à l'Université Laval, Charlotte Côté-Hamel rédige un mémoire sur la souveraineté visuelle, narrative et mémorielle dans le cinéma autochtone. La majorité des images, des représentations et des discussions autour du futur, qu'ils soient fictionnels comme réels, sont davantage centrées sur et pensées par les hommes, les Blancs et empreintes d'une conception occidentale, colonialiste, capitaliste et patriarcale. Depuis quelques années, toutefois, on voit de plus en plus d'œuvres et de futurs qui mettent de l'avant des personnes de couleur, des personnes de la communauté LGBTQIA2S+, des perspectives féministes et des alternatives aux schémas narratifs traditionnels qui dominent dans la science-fiction. Vous retrouverez dans le cadre de cette saison des mondes qui réfléchissent davantage à la société d'aujourd'hui en considérant toutes les personnes qui nous entourent et en plaçant les perspectives autochtones au centre des préoccupations, au centre de l'intrigue, au centre de l'histoire. Dans cet épisode, laissez-moi vous présenter le mouvement des futurismes autochtones sur lequel je poserai un regard théorique et conceptuel, que cela vous l'introduise ou que vous soyez déjà familière. Nous allons traverser et explorer ensemble la fluidité et la potentialité des devenirs émancipés et nous allons naviguer ensemble les courants de l'anthologie Walking the Clouds, publiée par Grace Dillon, Anishinaabe. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de futurisme autochtone? Vous connaissez peut-être le concept de l'afrofuturisme, créé en 1993 lorsque le critique culturel Marc Derry l'utilise dans son article Black to the Future et popularisé entre autres avec le film Marvel Black Panther qui a été réalisé par Ryan Coogler en 2018. C'est un long métrage où l'espace du Wakanda, pays africain fictif, est gouverné par les cultures africaines, où l'on voit leurs traditions, leurs technologies de pointe, leurs richesses financières et où les valeurs comme d'aider sa communauté et la famille sont tenues en haute estime. Il n'y a pas de rapport de dichotomie où ces éléments auraient pu être opposés, ils sont ici en adéquation. Eh bien, Grace Dillon rend hommage au terme afrofuturisme lorsqu'elle invente en 2003 le terme Indigenous Futurism, qu'on peut traduire en futurisme autochtone ou autochtofuturisme. À noter que la marque du pluriel est importante parce que cela envisage la pluralité des voix, des futurs, des perspectives, des méthodes et des formes. Ce n'est évidemment pas un remplacement de science-fiction comme genre. Dillon dit que l'objectif n'est pas de reléguer les afrofuturismes ou les futurismes autochtones à un domaine purement SF, mais plutôt de reconnaître que la théorie de la science-fiction et les futurismes autochtones peuvent avoir beaucoup à gagner de cet échange, puisque les artistes des futurismes autochtones expérimentent, parfois en délogeant, parfois en accompagnant, mais en changeant inévitablement les paramètres de la science-fiction dite classique. Dillon, dans l'introduction de Walking the Clouds, dit libérés des contraintes des attentes du genre ou de ce que les auteurs autochtones sérieux sont censés écrire, ils ont la possibilité de jouer avec le décor, le personnage, le dialogue, de repousser les limites et peut-être plus important encore, de réengager la science autochtone. Dillon démontre que les futurismes autochtones étaient déjà en place, tout comme les afrofuturismes, depuis le 19e siècle, par exemple, mais qu'ils sont propulsés par une nouvelle émergence contemporaine et une montée ou une visibilité renouvelée. C'est en nommant leur démarche qu'ils s'approprient leur production. Ce n'est pas de la science-fiction au sens où on peut le saisir, mais la création de ce terme Indigenous Futurism permet de ne pas seulement déjouer et réutiliser les conventions du genre de la science-fiction, mais de prioriser les sciences, les langues, les cosmovisions, les spiritualités autochtones. Le mouvement des futurismes autochtones est intrinsèquement multiforme et se décline dans plusieurs domaines artistiques, les arts visuels, la musique, la réalité virtuelle, la danse, le cinéma, etc. Bref, toute forme de médias ou d'art qui exprime des points de vue autochtones du passé et du présent et qui sont projetés dans l'avenir.
Cela se retrouve aussi en littérature, champ sur lequel on va se concentrer aujourd'hui pour aborder le projet de Grace Dillon. Elisabeth Lapensée, Anishinaabe, Métis et Irish, observe à propos des futurismes autochtones dans Wakanda Forever, Using Indigenous Futurisms to Survive the Present. It's about past, present, future, the hyper present now, that we look 7 generations before and 7 generations ahead. While Western science fiction tends to think solely the future, indigenous futurism reflects all space-time lines and sees how they are all connected. En somme, c'est un amalgame de tradition, de contemporanéité et de porter ses désirs au-delà, en autochtonisant et en se réappropriant le futur. Les futurismes autochtones ne signifient pas une visibilité accrue, par exemple avec plus d'Autochtones dans les films de science-fiction, mais une prise en charge du regard et de la narration. La science-fiction telle qu'on la définit encore aujourd'hui se réfère bien souvent aux textes d'auteurs majoritairement hommes, blancs et anglophones. Traditionnellement, le genre de la science-fiction qui émerge au 19e siècle dans le contexte de la théorie de l'évolution narre les horreurs du colonialisme comme des récits d'aventure. Pour les écrivains-écrivaines de SF, conquérir un nouveau monde est une doctrine de la destinée manifeste. Conquérir un nouveau monde pour ceux qui ont été déracinés, sujets au génocide et aux tentatives d'assimilation, cela veut dire tout autre chose. Dans cette optique, la vision passéiste des Autochtones est renversée. Désormais, ces peuples se projettent vers un avenir dans lequel ils semblaient auparavant ne pas exister. Je pense que ça va de soi, mais l'un des éléments clés du mouvement est que ces histoires sont produites par une personne autochtone ou une communauté autochtone et créées pour tous les Autochtones du monde, autant que spécifiquement à leur collectivité, ainsi qu'à tout lectorat intéressé, qui elle soit amateur de SF ou non. Grace Dillon, après 2003, utilisera le concept par la suite qu'en 2012, lors de la première publication axée sur les futurismes autochtones, son ouvrage Walking the Clouds. Avant que je me plonge davantage dans Walking the Clouds, j'aimerais vous parler de son autrice. Grace Dillon est professeure au sein du programme d'études des nations autochtones de l'École de genre, de race et des nations de l'Université d'État de Portland en Oregon et éditrice de 3 publications. La première, Hive of Dreams, Contemporary Science Fiction from the Pacific Northwest en 2003, où on peut lire Ursula Le Guin, Octavia Butler, Ted Chiang, Richard Powers, entre autres, un ouvrage qui rassemble pour la première fois le travail de plusieurs autoristes connus de science-fiction en Amérique du Nord. Elle est aussi l'éditrice de Walking the Clouds, an anthology of indigenous science fiction, nommée précédemment, qui est la première anthologie où on aborde les futurismes autochtones, publiée en 2012. Elle organise la collection avec plusieurs sous-genres que nous verrons plus tard, et cela inclut les nouvelles et les extraits de romans de plusieurs auteurs et autrices exclusivement autochtones, comme Gerald Wisner, Sherman Alexie et Stephen Graham Jones. Parmi les 19 histoires, plusieurs textes proviennent d'artistes autochtones non seulement des États-Unis et du Canada, mais aussi de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Son plus récent ouvrage en coédition est The Routledge Handbook of Co-Futurisms en 2023. On retrouve la collaboration des futurismes autochtones, des futuristes hispaniques et latinos, des futurismes asiatiques et du Moyen-Orient et des afrofuturismes. Cette alliance et critique co-futuriste examine l'interconnectivité entre les divers futurismes ainsi que leurs particularités propres et leurs luttes parfois distinctes. Pour revenir à Walking the Clouds, qui nous intéresse précisément, pourquoi rassembler ses écrits dans une anthologie? Grace Dillon assemble une œuvre composée de ses contemporains qui devient un objet critique qui peut être étudié et enseigné dans un cadre académique. C'est donc oui un objet d'étude, mais tout aussi pertinent qu'on soit dans le milieu universitaire ou non. Par-dessus tout, Grace Dillon produit cet ouvrage pour tous les Autochtones pour qui elle voit toutes les potentialités littéraires et imaginaires de leur peuple, au pluriel ici. Pour Grace Dillon, il est crucial de voir la science-fiction comme une manière valide de renouveler, de récupérer et de prolonger les traditions et les voix des premiers peuples.
En ce qui concerne les sections de Walking the Clouds que j'ai traduit, sauf la première que j'ai gardée en anglais pour une meilleure compréhension, je vous présente la première qui s'appelle le Slipstream autochtone, un genre à propos de voyages temporels et de réalité alternative, de multiverse, qui voit le temps comme si les passés, les présents et les futurs voguent ensemble comme des courants de navigation. Il s'agit donc d'une manière de penser le spatio-temporel comme non linéaire, contrairement au modèle de pensée eurocentré. Le nom même de la section défie la catégorisation. Slipstream permet de se réapproprier l'espace autochtone du passé, de ramener cet espace dans le monde contemporain pour le rendre perceptible au public et pour construire des futurs meilleurs, selon Grace Dillon dans son introduction de Walking the Clouds. Parmi les exemples les plus évocateurs de ce que sont les futurismes autochtones et plus particulièrement du slipstream autochtone au Québec et au Canada, mis en application et mis en récit par les Premières Nations, les Inuits et les Métis, je peux notamment vous nommer tout le projet multimédia de l'artiste multidisciplinaire Ganangeyaga Gawenati à Montréal, connu entre autres pour ses machinima, des films réalisés dans des environnements de réalité virtuelle, comme dans son œuvre Time Traveler, développée de 2007 à 2013, qui met en scène un jeune Mohawk, Hunter, qui vit à Montréal en 2121 et qui voyage dans le temps pour revivre des événements marquants de l'histoire autochtone, comme la crise d'Oka de 1990. Vous pouvez retrouver Time Traveler en ligne. Dans un même ordre d'idée, le court-métrage File Under Miscellaneous de 2010 du cinéaste Jeff Barnaby, Mi'kmaq de l'Estigouche en Gaspésie, raconte dans une vision cyberpunk l'histoire d'un Mi'kmaq qui se résout à s'assimiler à la culture dominante. C'est un film d'horreur poétique inspiré d'un poème de Pablo Neruda qui explore l'éradication de la gouvernance et de l'identité autochtone. Poursuivons avec le deuxième genre de Walking the Clouds, Contact. On y réimagine les premiers contacts entre les peuples autochtones et les Européens sur l'île de la Tortue, où typiquement les Autochtones font figure d'aliens des autres. Dans Contact, on y refuse les thèmes de conquête, de découverte, en les inversant. Les Blancs deviennent les devinés ou les vaincus, et le regard sur l'autre passe par les Autochtones au futur, ce qui diffère des codes SF et historiques. Dans le troisième genre, littératie scientifique autochtone et durabilité environnementale, Grace Dillon soutient que les futurismes autochtones visent à relire et à déconstruire la production hégémonique de la connaissance, à se positionner en rapport aux notions de civilisation et de progrès, ainsi que de primitivité et de mythes associés aux sciences autochtones. Les sciences autochtones se composent de techniques pour un environnement durable et pour améliorer les relations interconnectées entre tous, animaux, humains, esprits et même machines. Cela peut inclure des formes durables de médecine, d'agriculture, d'architecture et d'art. Il n'y a pas qu'une définition qui peut être appliquée sur ces possibilités, comme ce qui est inclus et ce qui est pratiqué est vaste. Le quatrième genre s'intitule Apocalypse autochtone, révolution et reconstruction futuriste des souverainetés. Cette partie présente des récits dystopiques où la fiction est éjectée de la science-fiction, puisque la fin du monde s'est déjà produite pour les premiers peuples. Lawrence Gross, Anishinaabe, parle même d'un syndrome de stress post-apocalypse qui perdurerait de nos jours chez certains membres des communautés. Dillon a quant à elle souligné que de nombreux peuples autochtones vivent déjà dans un monde post-apocalyptique, mais les histoires offrent un moyen de surmonter cela. Grace Dillon, dans une entrevue avec CBC Spark en 2021, fait remarquer « Nous avons déjà vécu l'apocalypse et nous disposons donc d'une méthode de survivance. Et cela se fait par le biais de cérémonies, à travers des récits cérémoniels, des danses, tout ce qui peut être qualifié d'art, et on intègre cela à ses connaissances scientifiques. La survivance dont il est question dans cette citation est un terme de l'Anishinaabe Gerald Wisner pour illustrer l'agentivité et la résilience des premiers peuples et l'affirmation d'une identité de tout temps, de toute époque, qu'on ne peut ni localiser ni dater. La notion de survivance fusionne les idées de survie et de résistance en anglais et décrit comment ils ont résisté activement aux pressions continues du colonialisme de peuplement en Amérique du Nord et continuent de le faire par la transmission de leur langue, de leur culture et de leurs idées.
Le film sorti en 2021, Night Readers, par la cinéaste Danis Goulet, Cris et Métis, illustre bien le genre de l'apocalypse autochtone. Cette dystopie se déroule à Toronto, où des enfants autochtones sont arrachés à leur famille par le gouvernement. C'est une œuvre qui propose de réactualiser et de subvertir les tropes impérialistes et d'assimilation, et qui devient un acte de guérison, de mémoire et de co-résistance, pas seulement une question de technologie. Le cinquième et dernier genre se nomme Biscabiang, Retour à nous-mêmes, au-delà des mondes d'ombre de la postmodernité et du postcolonial. Grace Dillon affirme dans l'introduction de Walking the Clouds: il va sans dire que les futurismes autochtones sont presque toujours des récits de Biscabiang, un mot en Anishinaabe-Mo'in qui fait référence au processus de retour à soi-même, qui implique de découvrir à quel point un individu est personnellement affecté par la colonisation, de se débarrasser du bagage émotionnel et psychologique porté par cet impact et de revitaliser les traditions ancestrales afin de s'adapter au monde post-apocalyptique autochtone. Ce processus est souvent appelé décolonisation et comme l'explique Linda Tuewe Smith Maori, il nécessite de changer plutôt que d'imiter les concepts euro-occidentaux. En d'autres mots, Biscabiang est le cadre conceptuel de la régénération nécessaire pour défier les effets du colonialisme dans chaque aspect de leur vie et en réfléchissant sur ce qu'ils doivent accomplir pour la revalorisation des langues autochtones, pour agir et dénoncer la violence exercée contre les femmes autochtones et les personnes bispirituelles ou les terres volées, pour n'en nommer que quelques enjeux. Leanne Betasamusaki Simpson, Anishinaabe, dans Danser sur le dos de notre tortue à la page 60, explique qu'il a découvert le concept de Biscabiang dans le livre Our Knowledge is Not Primitive et que c'est une façon d'ancrer la résurgence ou la décolonisation comme une nouvelle émergence. Elle écrit: au sein des fondements théoriques Nishnabeg, le Biscabiang ne signifie pas à la lettre un retour vers le passé, mais plutôt une recréation de l'épanouissement culturel et politique du passé afin d'assurer le bien-être de nos citoyens contemporains. Cela signifie de récupérer la fluidité qui entoure nos traditions, non pas maintenir la rigidité du colonialisme, d'encourager l'autodétermination des individus à l'intérieur de nos cadres nationaux et communautaires, et de recréer une résurgence artistique et intellectuelle au sein d'une plus large résurgence politique et culturelle. C'est ce qui conclut mon aperçu sur les 5 genres de Walking the Clouds, qui ne sont pas des catégories figées, mais mouvantes, qui s'entrecroisent et se communiquent entre elles. Petit clin d'œil d'ailleurs au recueil de nouvelles d'anticipation Wapke paru en 2021 sous la direction de Michel-Jean Inou, qui s'inscrit dans cette lignée des futurismes autochtones au Québec. On peut y lire des textes de Joséphine Bacon, Inou, de Marie-André Gill, Inou, d'Élie Sapi Isaac, Inuk, de Natacha Canapé-Fontaine, Inou, et Louis-Carl Picard-Sioui, Wendat, parmi tant d'autres. Wapke, c'est donc une œuvre que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître dans les prochains épisodes du balado, comme certains textes seront analysés et discutés plus en détail. Restez à l'écoute. En résumé, je vous ai parlé du mouvement des futurismes autochtones comme d'un concept qui va au-delà des limites temporelles, formelles et identitaires. Ainsi, de par leurs œuvres de science-fiction qui mettent de l'avant les perspectives autochtones, les créateurs et créatrices affirment leur souveraineté culturelle et contestent les récits coloniaux qui ont historiquement effacé, diabolisé, stéréotypé, oublié ou aliéné leur culture, leur territoire, leur langue et leur identité. Dans l'article Intemporalité, autochtone et futurité performative d'Anne-Marie Dubois, elle termine en disant: en ce sens, le futurisme autochtone, fondamentalement politique et performatif, partage les préoccupations des mouvements féministes, anarchistes ou écologistes, lequel milite pour une refonte radicale de nos façons de vivre le présent et de penser l'avenir. Une citation qui me ramène finalement au langage, à l'écriture, dans le cas qui nous intéresse. Car plus que des outils de communication, ils peuvent aussi façonner la réalité, devenir des acteurs de changement pour le futur des prochaines générations autochtones. Comme nous l'avons vu, les futurismes autochtones ne sont pas qu'un genre artistique, ce sont aussi des outils de résistance, de rêve politique, de guérison et de transmission culturelle. Ils redonnent aux communautés autochtones un pouvoir d'imagination, de narration et de projection vers des avenirs où elles sont non seulement là, mais aussi où elles sont centrales et aux commandes.
Ainsi, notamment grâce au futurisme autochtone, les Autochtones reprennent leur place légitime en tant que narrateurs et narratrices de leur propre histoire et architectes de leur propre avenir. Cet épisode de Balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. La 6e saison des Balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui de Desjardins, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Recherche et narration, Charlotte Côté-Hamel. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination scientifique, Maxime Poirier-Lemelin et Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.